Vous regardez 64 minutes, merci de votre fidélité. Les bombardements ont repris il y a une semaine. 7 jours de frappes américaines intensives sur l'Iran. La riposte des gardiens de la révolution a suivi. Koweït, Bahreïn, Qatar, les pays voisins sont dans leur viseur. Cette escalade est-elle hors de contrôle? Quelles conséquences pour le peuple iranien? On en débat avec mes invités. Sorour Kasmaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancière, éditrice franco-iranienne. Le titre de votre dernier livre, Ennemi de Dieu, c'est chez Robert Laffont. Avec vous en plateau, Farhad Khosrow-Kavar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue franco-iranien, directeur émérite d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous signez ce livre, Iran, la fin du totalitarisme. C'est paru aux éditions de l'Aube. Et enfin, nous sommes en direct avec le général Jean-Paul Paloméros. Bonsoir, ancien commandant suprême allié à la transformation à l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Cette escalade, elle se traduit sur le terrain, mais aussi dans les mots. On va écouter ce haut responsable du corps des gardiens de la révolution islamique. Si les attaques américaines se poursuivent pendant encore 2 ou 3 jours, nous entrerons dans une phase d'opération offensive à grande échelle. Cela signifie que l'Iran ne se limitera pas à de simples représailles et qu'aucune frontière politique ne sera à l'abri de ses capacités offensives. Général Paloméros, les médias américains assurent de leur côté qu'une offensive majeure se prépare côté américain. Est-ce que c'est le retour de la guerre totale? Oui, la guerre s'était terminée d'une manière assez étonnante par abandon en quelque sorte, ou une sorte de cessez-le-feu volontaire, mais qui évidemment n'a pas atteint son but. Et les protocoles d'accord qui ont été signés ne représentaient finalement que, si vous m'excusez l'expression, qu'un dialogue de sourds où personne ne trouvait vraiment son compte, si ce n'est de temporiser un peu et de reprendre son souffle pour les uns et les autres. Donc maintenant, Donald Trump, il n'a pas vraiment 50 solutions. Il doit continuer, enfin, vu de sa place, pour aboutir à un résultat, et en particulier, pas uniquement bien entendu, mais ce fameux détroit d'Ormuz, dont on voit aujourd'hui la dimension stratégique plus que jamais. Et ça, c'est une bataille très difficile. C'est la bataille qu'est en train de mener en fait l'armée de l'air et l'armée américaine. C'est long, c'est difficile. Je ne suis pas sûr qu'elle portera ses fruits sur le court terme. Mais on est quelque part dans une sorte d'escalade. Ce qu'on peut craindre, c'est qu'il y ait une succession de phases comme ça, intensives, un peu moins intensives, une succession de cessez-le-feu, et qui épuiserait vraiment tout le monde, certes les Iraniens, mais aussi les forces américaines. Les forces américaines. Alors on va juste s'intéresser au peuple iranien qui, lui, se retrouve pris entre deux feux. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous avez encore des contacts en Iran? Et qu'est-ce qu'ils disent? Là, ça fait quand même 7 jours de frappes intensives. J'ai des contacts, mais depuis hier, Internet est de nouveau perturbé parce que ça avait été rétabli après le blackout qui a duré quand même 50 jours. Et bien sûr, les gens sont inquiets parce qu'ils sont sous... Alors, Téhéran a été pour l'instant épargné. Hier, on a entendu la défense antiaérienne a retenti, mais il y a tout le littoral sud. Il faut savoir que le sud de l'Iran a encore les séquelles, si vous voulez, de la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans. C'est ce sud qui a été détruit, etc. Et donc tout ce littoral sud a été sous des frappes très fortes, ce qui a fait que, par exemple, il y a eu les infrastructures, il y a eu les ponts, les voies ferrées, les liaisons par route, etc. Mais il y a eu aussi les installations de pompage d'eau et il y a eu des centrales électriques. Alors, dès qu'on touche aux centrales électriques et à l'eau, déjà l'Iran est dans une crise énergétique très grave. Vous savez, à Téhéran et dans plusieurs villes, il y a beaucoup d'eau. Il y a des coupures d'électricité et d'eau qui sont souvent se coïncident et ça peut durer 8 heures, 10 heures, 12 heures. Donc, si on détruit les infrastructures énergétiques qui sont civils, qui servent la population, c'est vrai que cette population va être doublement
sanctionner. Alors, on va voir les cibles visées par les frappes américaines cette semaine. On va voir cette carte où on voit qu'effectivement, il y a tout le côté du détroit d'Ormuz qui est visé, mais pas seulement. Là, on l'a vu, vous l'avez dit, le sud du pays, des ponts détruits. Vous avez bien listé, effectivement. Il y a aussi des infrastructures comme les centrales. Farhad Khosrow-Khavar, là aussi, inquiétude. Vous comprenez cette stratégie américaine? Est-ce que la population iranienne peut être encore plus en colère contre ce qui est en train de se passer? Il y a un sondage qui s'est produit en Iran, c'est surtout l'office du président de la République, Pezeshkian, qui a fait faire le sondage. Et il y a 64% de la population qui est en colère contre le régime et contre les États-Unis. On peut faire confiance à ce type de sondage? Oui, on peut faire des sondages, c'est-à-dire c'est le pouvoir qui le fait. Et évidemment, l'interprétation se fait de manière un peu biaisée, mais disons que les chiffres bruts sont quand même proposés, ne serait-ce que sur le plan politique, pour influencer l'opinion publique. Alors, donc, il y a presque les 2/3 de la population qui sont contre, ils sont en colère, ils ont des problèmes de nourriture. Bref, la situation est vraiment dans une très très mauvaise passe. Et le problème essentiel, c'est que cette espèce d'escalade de la part de Trump n'est pas suivie non plus par une grande partie de la population américaine et surtout par Vance. Vance qui fait des déclarations constamment contre cette escalade parce qu'il pense, et il le dit, que la solution ne peut pas être militaire. Et c'est pour cette raison que maintenant les installations civiles sont atteintes. Du côté américain, on a atteint une usine de désalinisation iranienne dans le port de Jask. Et du côté iranien, on a aussi atteint une usine du côté de Koweït. Donc, ce qui fait que... Alors, là, c'est vrai que le Koweït, on va en parler, mais effectivement, les pays du Golfe parlent de crimes de guerre, mais vous dites qu'en Iran, effectivement, vous aussi, vous pourriez dire que c'est des crimes de guerre. Voilà. C'est des deux côtés, et puis surtout, c'est Trump qui ne comprend pas. Apparemment, d'après ce que dit Vance, il est vraiment sous influence de Netanyahou et du gouvernement israélien qui pousse vers la guerre. Et lui, il a tout lieu de croire que, du moins dans ses expressions publiques, que la guerre ne saurait être une solution et que la solution ne saurait qu'être politique. Je peux ajouter juste un point. L'importance de Bandar Abbas, qui a été fortement frappé, et surtout le pont qui le liait à Shiraz. C'est, si vous voulez, la plaque tournante de l'approvisionnement en nourriture, en denrées alimentaires, à part l'énergie. Et donc ça met la population iranienne du centre et du nord de l'Iran en danger de pénurie alimentaire. Oui, effectivement, il a été visé plus de 96 fois, hein, ce pont, mais c'est encore franchi. Voilà, il y a eu 6 ponts stratégiques dans ce territoire-là, dans le sud, autour de Bandar Abbas, qui ont été... Oui, alors Général Paloméros, justement sur le choix de cibler ces ponts, quelle est la stratégie américaine? On va voir aussi que Pete Hegseth a tweeté l'effondrement d'une tour de surveillance cette fois. Alors là, c'est très loin, c'est à la frontière avec le Pakistan. Quel est l'objectif? C'est asphyxier économiquement l'Iran? C'est faire pression? Dites-nous. Dans le premier temps de la guerre, il y a eu des frappes tous azimuts, je dirais, dont on ne distinguait pas clairement les priorités stratégiques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Ce que souhaite Donald Trump, et je pense qu'il est renseigné par cela, par ses états-majors, c'est vraiment de mener de front une guerre économique qui a ses effets. Vous les avez décrits. Hein. C'est incontestable. Hein. Moi, je ne prends pas parti. Simplement, je décris ce qui est en train de se passer. Une guerre économique qui est dure. C'est la fermeture, effectivement, des ports iraniens. C'est l'embargo d'un côté. Et de l'autre côté, couper les lignes de communication. En tout cas, fragiliser le régime. C'est ça son objectif. Alors, évidemment, par la guerre telle qu'elle est menée aujourd'hui, personne ne peut penser qu'il y aura un écroulement du régime. Peut-être le pensait-on au début de la guerre. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris que ce ne sera pas le cas. Ce qui fait qu'on est dans une phase qui est très douloureuse pour les uns, mais qui n'apporte pas de vrais résultats pour les autres. En attendant, le régime iranien n'a pas saisi non plus sa chance. Il a eu sa chance en co-signant cette déclaration. Il n'a pas bougé, mais il n'a pas bougé d'un poil. Il a revendiqué
incessamment le contrôle du détroit d'Ormuz, tout en sachant que c'était un irritant très fort pour Trump et pour la communauté internationale. Donc, si personne ne fait un pas vers l'autre, eh bien, on arrive à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que Trump mène une guerre économique et une guerre globale en coupant les lignes de communication, en coupant les sources d'approvisionnement pour mettre à genoux le régime. Il n'est pas sûr qu'il y arrive. Et il l'assume puisqu'il l'a encore redit cette semaine. On écoute le président américain. Nous les frappons très fort ce soir, comme vous le savez. Nous avons des quantités de munitions énormes. Nous avons des chiffres que nous n'avions pas eus depuis des années. Et nous les frappons très durement. Cela va continuer et nous verrons ce qui se passe. Mais nous éliminons toutes leurs capacités offensives et nous contrôlons les détroits. Nous remettons le blocus en place. Alors là, il ne passe plus grand-chose dans le détroit d'Ormuz. Il y a des navires, semble-t-il, qui auraient été touchés. L'armée américaine a diffusé des images où on voit ses soldats arraisonner un navire. C'est vraiment ça, le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est là où les Iraniens, enfin le régime iranien, ne pouvait pas laisser faire. Alors il y a eu quoi? Un problème d'interprétation Comment vous l'expliquez? En Iran, même actuellement, il y a des gens qui écrivent des articles qui sont publiés non sans malaise, et qui incriminent le régime de ne pas être à la hauteur, en quelque sorte, des négociations internationales. À savoir qu'à chaque fois, ils perdent, en quelque sorte, le fil de la négociation et ne saisissent pas les occasions qui se présentent à lui. On leur reproche d'être trop dur ou pas assez dur? On lui reproche de ne pas être en phase avec la réalité internationale. Alors, ce côté-là est vrai, mais du côté américain aussi, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'impulsivité du président américain qui a réagi en quelque sorte de manière totalement émotive. Et là, encore une fois, son entourage tente en quelque sorte de l'amadouer, de faire en sorte qu'il réagisse un peu plus rationnellement, mais il n'est pas sûr qu'on y parvienne. Je crois que c'est des deux côtés une incapacité à comprendre que la négociation ne peut se faire que s'il y a un pas dans le réalisme d'un côté comme de l'autre. Donc d'un côté comme de l'autre, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Srour Kasmaï? CNN disait qu'il y avait des fortes tensions au sein du régime iranien, oui. Que par exemple le président Pezeshkian a été hué lors des funérailles d'Ali Khamenei, que même Abbas Araghchi a dû quitter, chassé parce qu'on le reproche d'être trop, de trop laisser faire. C'est très intéressant parce que vous savez, quand on était à l'étape d'aller négocier à Islamabad pour ce protocole d'accord, il y a eu une réunion du Conseil suprême de la sécurité nationale et sauf un, tout le monde a voté pour les négociations. Qu'est-ce qui s'est passé après les funérailles? Ce sont les funérailles de Khamenei qui ont, si vous voulez, d'un seul coup... révélé les dissensions? Révélé, intensifié ce narratif des durs du régime, c'est-à-dire les cris de vengeance. Il faut venger le sang de notre martyr, notre guide martyr, etc. Et ça a changé. Et même ceux qui étaient pour les négociations ont un petit peu changé parce qu'ils étaient du coup menacés justement de représailles internes. Mais je pense que, vous savez, le régime iranien est atteint du mal d'hubris. Comme ils n'ont pas vraiment, comme les États-Unis dans la première phase, enfin la guerre des 40 jours, n'ont pas pu venir à bout de la résistance du régime, dans les médias intérieurs, ils disaient tout le temps « nous avons gagné la guerre ». Et ils ont cru à leur propre, si vous voulez, à leur victoire. propre rhétorique. Ce qui est inquiétant, c'est que les Américains disent la même chose, en tout cas Donald Trump. Oui, et donc ça, si les deux côtés, c'est ce que disait M. Khosrow, si des deux côtés, ils se ressemblent quelque part. Mais du côté iranien, donc maintenant, il parle, vous l'avez évoqué, de la guerre totale, l'offensive totale, et ça, c'est-à-dire la guerre régionale. Et ça, c'est ce que n'arrêtait pas de marteler Khamenei, le père, quand il était là. Il disait, si on nous attaque, on fera l'intensification et l'expansion de la guerre à toute la région. Eh bien, c'est le scénario qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Avec le voilà, poète, il y a Mohsen Rezaï que vous avez montré, mais il y a un autre haut responsable de sécurité du régime iranien qui a nommément parlé des aéroports
Abu Dhabi et de Dubaï, et aussi des ports de Fujairah et de Jebel Ali, qui sont vraiment des plaques tournantes très importantes, même pour l'économie mondiale, pas seulement sur le plan régional. Et donc, si touche ça, c'est vraiment toute l'économie mondiale et la sécurité de la navigation dans le Golfe Persique qui vont être mises en danger. Général Palomero, c'est ce qui nous menace aujourd'hui, enfin ce qui menace l'économie mondiale. On l'a vu, il y a des attaques donc au Koweït, Bahreïn, Qatar, effectivement ces menaces iraniennes. Jusqu'à la Syrie et la Jordanie. Effectivement. Alors est-ce que ça va aller de plus en plus fort ? Et a priori, est-ce que vous êtes surpris par cette résistance iranienne, enfin en tout cas cette capacité de nuisance ? On a été surpris sur quelques points spécifiques, et en particulier cette capacité de frappe grâce aux drones, mais surtout grâce aux missiles balistiques, qui représente finalement pour le régime iranien une sorte de dissuasion conventionnelle au-delà du nucléaire. C'est cette aptitude à faire peser ce risque sur tous les États du Golfe, voire au-delà, et une prise de conscience que ce régime iranien est dangereux. Il est dangereux pour son peuple et il est dangereux pour les pays du Golfe qui sont fragilisés. Il est dangereux pour certains équilibres mondiaux. Et ça, c'est un élément qui pèse dans la balance de M. Trump, hein, soyez-en certains, avec évidemment le soutien, entre guillemets, de Netanyahou, ça tout le monde le sait. Est-ce que le Koweït a menacé de répliquer ? Est-ce que vous pensez que là on va aller dans une escalade ? Parce que c'est un peu la question ce soir, c'est-à-dire avec les pays du Golfe qui vont répliquer militairement ce qu'ils n'ont pas fait pour le coup. Non, les pays du Golfe, je les connais bien, ils n'ont pas vraiment les moyens de répliquer. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ils sont surtout dans une posture défensive, dans une situation où, comme vous le savez, il y a des diminutions drastiques de stock de missiles, antimissiles du style Patriot. Tout le monde en demande, depuis l'Ukraine jusqu'aux pays du Golfe. Malheureusement, les Américains ne sont pas capables d'en produire suffisamment et les autres pays n'en ont pas produit jusqu'à maintenant, très peu. Donc, les pays du Golfe sont dans un état de fragilité absolue. Alors ça a été une démonstration. Le deuxième point, qu'à l'époque je dénonçais, je me sentais un peu seul par moment, c'est l'essentialité du détroit d'Ormuz. Et ça, dans la première phase de la guerre, les Américains ont raté ce point-là en disant mais ils ne se sont pas rendus compte qu'on était en train de donner une carte au pouvoir iranien qui n'en attendait pas moins. Effectivement, cette carte, ils sont en train de la jouer en ce moment. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Soror Kasmaï, donc Ennemi de Dieu chez Robert Laffont, et Farhad Khosrow-Kavar, donc Iran, la fin du totalitarisme. Merci infiniment.